Bonjour à tous. Je vais commencer tout de suite parce qu'on a une douzaine de questions. Donc, il faut qu'on avance pour vous laisser le temps aussi de poser des questions complémentaires. Donc, merci à tous de participer à ce direct du droit dédié au contrôle fiscal. Je me présente, je suis Myriam Nicasse, responsable marketing et communication pour Inextinso métier du droit et plus particulièrement pour Inextinso avocat. J'avais dit 12 questions que vous avez posées dans le formulaire lorsque vous vous êtes inscrit. Nos intervenants vont traiter chacune des questions. Nous prendrons les questions complémentaires à la fin de chaque question qui aura été traitée. Si vous pouvez les poser dans le chat, ce sera plus simple pour la fluidité des échanges. Donc rapidement, je vais vous présenter pour les personnes qui ne connaissent pas Inextinso, donc notre groupe. Donc, Inextinso est leader de l'expertise comptable et du conseil en France aux TPE et PME. Qui dit leader dit 130 000 clients, 6 200 collaborateurs répartis dans 250 agences, 8 000 créateurs accompagnés par an pour un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros. Inextinso accompagne ses clients à 360 degrés depuis la création de leur entreprise avec Inextinso création et reprise et transmission, je crois. Et aux reprises, on a changé il n'y a pas longtemps la dénomination, donc je cafouille un peu. Donc, depuis la création d'entreprise à l'externalisation de la fonction finance, la gestion de la paie, le conseil en fusion-acquisition, nous intervenons également auprès des acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme. Nous accompagnons aussi le chef d'entreprise dans la gestion de son patrimoine. En 2015, Inextinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires qui est Inextinso Avocat. Ce qui m'amène au point suivant, à vous présenter l'ensemble de l'accompagnement juridique au niveau national. Donc, ça représente 450 collaborateurs répartis dans 80 agences avec 9 cabinets d'avocats dirigés par 22 associés. Nos clients sont de tout secteur et de toute typologie, des PME, TPE, des collectivités, des professions libérales, des particuliers, des dirigeants, des associations que nous accompagnons sur des secteurs de niche, enfin en tout cas nos domaines d'expertise privilégiés que sont la fiscalité, le droit social, le droit des affaires. Nous intervenons également en urbanisme, environnement, sport, en immobilier, construction et nous intervenons également à l'international. Ces interventions se font à la fois en conseil et en contentieux. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants qui vont se présenter. Donc, Chahinez, à toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct du droit et merci beaucoup Myriam pour cette présentation. Alors comme vous le disiez Myriam à l'instant, donc moi je suis Chahinez Medebert, je suis avocate associée en fiscalité au sein d'Inextinso Avocat à Paris et je conseille et j'accompagne mes clients, que ce soit les dirigeants, les entrepreneurs, dans le cadre de leur fiscalité personnelle, mais également celle de leur groupe de société sur des sujets structurants, de structuration, d'optimisation, également d'assistance en matière de contentieux et de contrôle fiscal sur des sujets d'ailleurs français ou à l'international. Et je suis ravie de pouvoir co-présenter ce direct du droit avec Fabrice Lefort qui est à mes côtés. Bonjour à toutes et à tous, donc Fabrice Lefort, expert comptable associé Inextinso à Nogent-sur-Marne en Île-de-France. J'accompagne, comme tous les associés d'Inextinso, les dirigeants d'entreprise dans la vie de leur entreprise, effectivement, de temps en temps, sur les aspects de contrôle fiscaux qui concernent une bonne partie des entreprises et des associations fiscalisées que l'on accompagne. Parfait, merci à tous les deux. On va enchaîner sur la première question. Donc, en quoi consiste un contrôle fiscal? Oui. Alors, cette première question est plutôt générale et va permettre de poser le cadre. Alors, en quoi consiste un contrôle fiscal? Le contrôle fiscal, c'est la possibilité qu'a l'administration fiscale de venir contrôler les contribuables, qu'ils soient d'ailleurs personnes physiques ou entreprises, pour vérifier le montant des revenus imposables qu'ils ont déclarés. Donc, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vérifier les revenus qui sont perçus à la fois et puis les charges déductibles pour constituer le revenu imposable. Et par ailleurs, elle va vérifier également la forme pour s'assurer que les obligations en matière déclarative ont été respectées, que les déclarations ont été déposées en bonne et due forme et dans les délais. Donc c'est un contrôle et ce pouvoir de contrôle qu'a l'administration est un pouvoir qui est assez
élargi qui va pouvoir considérer à la fois l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et différents aspects. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va davantage se concentrer sur le contrôle fiscal des entreprises, mais la plupart des règles et des conseils, en tout cas des tips qu'on va pouvoir vous communiquer, vont s'appliquer également au contrôle des particuliers. Et je dirais, au-delà des éléments techniques, en quoi consiste le contrôle fiscal? C'est souvent une période qui est extrêmement stressante. Anxiogène pour les entreprises, pour les particuliers, pour les dirigeants, lorsqu'ils reçoivent leur avis de notification de contrôle. Et c'est vrai que c'est notre rôle, nous, en tant que professionnels, que ce soit la partie expertise comptable ou avocat fiscaliste, d'avoir ce recul nécessaire, je dirais de mettre un peu de distance avec l'émotionnel et de pouvoir mettre à votre disposition notre expertise et nos outils et notre expérience sur ces sujets-là pour vous accompagner au mieux et faire que ça se passe le mieux possible. Voilà, il est clair que le rôle de l'expert comptable ou de l'avocat fiscaliste dans ces procédures de contrôle fiscal, c'est accompagner notre expérience, notre technique et déstresser, accompagner, rassurer les dirigeants. Le contrôle, qu'il soit à distance ou en présentiel, fait partie des choses normales de la vie d'une entreprise et il faut réussir à le gérer et le gérer dans de bonnes conditions. D'où l'intérêt de notre complémentarité entre l'expert comptable qui tient la comptabilité et l'avocat fiscaliste qui amène sa compétence fiscale et procédurale. Ok. Deuxième question, pas de questions dans le chat. Quels sont les différents types de contrôles fiscaux? Alors, les contrôles fiscaux, il y en a principalement de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les contrôles sur pièces. Alors, alarme incendie. Nous avons une alarme incendie. Est-ce que vous nous entendez bien? Non. Non. Oui, oui, bien, bien, Oui. bien, on t'entend. Très bien. Donc, il y a deux types de contrôles fiscaux. Il y a principalement les contrôles sur pièces et les contrôles sur place. Alors, les contrôles sur pièces, qu'est-ce que ça recouvre? Ça veut dire que l'administration va pouvoir contrôler dans ses locaux, sans se déplacer, et d'ailleurs sans que vous le sachiez nécessairement, les documents fiscaux, les déclarations, les différentes déclarations et informations que vous portez à sa connaissance. Ils vont vérifier de manière formelle s'il n'y a pas d'incohérence ou d'inexactitude en recoupant ces informations avec ce qu'il y a dans les déclarations et les informations qui sont susceptibles d'avoir avec d'autres sources. Donc ça, c'est le contrôle qui est formel ou sur place. Et c'est un contrôle qui peut aboutir à parfois une demande de renseignement parce que l'administration voit qu'il y a une incohérence et veut avoir des éléments complémentaires pour vérifier. Et peut aboutir aussi à une rectification des bases imposables directement. Et puis, l'autre contrôle sur lequel on va s'attarder davantage aujourd'hui, c'est le contrôle sur place, ce qu'on appelle plus communément et techniquement la vérification de comptabilité. Donc ça, c'est un contrôle, évidemment, dont le contribuable est informé, puisqu'il est strictement encadré par une procédure sur laquelle on va revenir, qui donne des obligations aux contribuables, mais également des droits dans le cadre de cette procédure. Et ce contrôle sur place implique que l'administration intervienne en général dans les locaux de l'entreprise et puis sur demande expresse du contribuable, ça peut aussi avoir lieu dans les locaux de son expert comptable, ce qui arrive assez souvent, Fabrice. Et donc, voilà ces deux grands types de contrôles. Comme vous l'avez compris, on va plutôt s'attarder sur le contrôle sur place, à savoir la vérification de comptabilité aujourd'hui. Et nous n'aborderons pas, parce qu'on n'est pas sur les mêmes segments, les contrôles en matière de douane, par exemple, qui sont encore un sujet différent et qui ne sont pas à proprement dit des sujets fiscaux encadrés par la procédure de contrôle fiscal. Ok. Troisième question. Comment l'administration fiscale identifie-t-elle les entreprises à contrôler et comment la digitalisation influence-t-elle le processus? Alors, comment l'administration fiscale identifie-t-elle les entreprises à contrôler? Alors, il n'y a pas vraiment de règles qui sont prédéfinies pour savoir si une entreprise va être contrôlée ou pas. Il y a une multitude de facteurs et d'indices qui peuvent alerter l'administration. Je vais vous en donner pêle-mêle. Par exemple, il est évident que s'il y a des retards réguliers
de dépôt de déclaration fiscale, et particulièrement de la TVA, parce que vous le savez, la TVA, c'est un impact trésorerie qui est immédiat pour le Trésor public. Donc, c'est un élément qui va vous donner plus de risques de déclencher un contrôle fiscal. On peut voir aussi les situations où nous avons des sociétés qui sont déficitaires pendant une période, en lancement d'activité par exemple, ou quand elles lancent une activité qui est nouvelle, un nouveau segment d'activité avec des investissements qui peuvent être lourds. Au moment où elles commencent à imputer leurs déficits fiscaux sur leurs résultats imposables, eh bien à ce moment-là, ça peut déclencher un contrôle fiscal parce que l'administration va venir pour vérifier eh bien, la véracité de ces déficits qui sont utilisés pour baisser le revenu imposable. Fabrice, tu me disais aussi que tu pouvais avoir d'autres situations qui peuvent déclencher un contrôle. C'est très clair. Notamment les déficits fiscaux, c'est quand on les consomme et qu'on redevient à payer de l'impôt après avoir imputé des déficits, c'est quasi systématique. Après, les demandes de remboursement de TVA, de crédit d'impôt recherche, à partir du moment où on demande à l'administration fiscale de nous rembourser de l'argent, forcément, elle vient vérifier que c'est justifié. Et après, la troisième grande catégorie qui permet à l'administration de contrôler les entreprises, c'est les croisements d'informations. Elle a des informations qui proviennent des déclarations de TVA, de ce que d'autres tiers peuvent déclarer. Donc, l'élément important, c'est effectivement l'administration fiscale reçoit plein d'informations, des actes d'enregistrement, des déclarations faites par des tiers, etc. Elle regroupe tout. Et quand elle voit une discordance entre une information qu'elle a d'un côté et l'information que produit l'entreprise, forcément, ça génère des contrôles. J'en ai eu un, par exemple, l'administration avait identifié l'entreprise comme étant distributeur de papeterie. L'entreprise était une menuiserie. Les chiffres que l'on donnait et les déclarations de TVA et les bilans n'étaient pas conformes à ce qu'attendait l'administration fiscale. Elle est venue contrôler parce qu'il y avait une discordance entre les informations qu'elle avait en provenance de sources. Voilà. Exactement. Et cette manière de déterminer l'entreprise à contrôler s'accentue avec la digitalisation, puisque forcément, la digitalisation fait que l'administration fiscale croise beaucoup plus de données de plus en plus rapidement, et donc est capable de détecter des discordances entre différentes sources d'informations beaucoup plus rapidement qu'avant. Et puis, je compléterai aussi, parfois, vous avez aussi des contrôles, ce qu'on appelle des contrôles de place. Ce sont des contrôles qui sont orientés sur des sujets, des thématiques précises. Je pense notamment à la taxe sur les salaires qui a le vent en poupe en ce moment auprès de l'administration. Ça peut être des contrôles spécifiques crédit impôt recherche. Donc, si vous avez du CIR ou du crédit d'impôt innovation, eh bien, vous avez plus de risques d'être contrôlé par l'administration. Donc, il peut y avoir aussi des sujets comme ça sur lesquels il va y avoir des instructions en fait, de Bercy qui sont données au Centre des finances publiques qui vont engager des contrôles sur des thématiques et qui, à l'occasion de ce contrôle-là, engagent des vérifications de comptabilité qui, elles, sont générales et vont porter sur tous les impôts. Voilà. Si on fait un crédit d'impôt recherche et que l'administration fiscale vient vérifier que le crédit d'impôt recherche est correctement calculé et bien justifié, elle ne va, en 9 fois sur 10, pas contrôler que le crédit d'impôt recherche, mais faire un contrôle de l'ensemble de la comptabilité de la société, même si à la base, ce n'est que le crédit d'impôt recherche qui a justifié le déclenchement du contrôle. Absolument. Et je fais juste un petit commentaire, je rebondis sur ce que vient de dire Fabrice. En matière de crédit d'impôt recherche, souvent nos clients pensent que le dépôt de la déclaration et l'obtention du remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche valent validation. Pas du tout. L'administration peut à la fois vous rembourser votre créance de crédit d'impôt recherche, et je pense notamment aux PME qui ont droit à un remboursement anticipé, et pour autant venir plus tard vérifier ce crédit d'impôt recherche et remettre en cause cette créance. Alors, la situation des finances publiques est telle qu'en général, quand il y a une demande de remboursement, l'administration vient a priori, donc avant de rembourser, vérifier. Mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir des situations où elle vous rembourse et elle vient remettre ça en cause plus tard. Donc, les facteurs sont multiples. Et comme le disait Fabrice, il y a une forme de facilitation de la part de l'administration grâce à la digitalisation, car elle va pouvoir croiser des informations et faire ressortir des incohérences qui, elles, vont pouvoir lui donner une indication sur les sociétés à contrôler. Parfait. Question suivante. Quelle est la durée légale de conservation des documents? Alors, en matière de durée légale de conservation des documents, la réponse va être ça dépend.
Alors, baisser, oui, c'est souvent le cas en fiscalité, hein. C'est souvent assez complexe, surtout qu'on va avoir un délai qui relève du droit du Code du commerce, un délai fiscal, mais je vais vous synthétiser ça pour que ce soit pratique. Vous avez en matière de fiscalité un article qui préconise de conserver les documents, toute la documentation comptable et toute la documentation qui vient à l'appui de la détermination de l'assiette de l'impôt, donc du résultat imposable, pendant un délai de 6 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle le délai général de conservation. Ce délai-là, il est lui-même encadré par un délai plus large qui est posé par le Code de commerce et qui vous oblige à conserver vos documents pendant 10 ans. Alors, quand on parle de documents, c'est les factures, les bons de livraison, les factures émises, les factures reçues, les contrats, tout ce qui génère un flux de trésorerie qui génère in fine de l'impôt. C'est ça, un flux de trésorerie entrant, un flux de trésorerie sortant, donc des charges. Donc, c'est vraiment l'ensemble de la documentation. Donc, moi, ce que je préconise, c'est plutôt d'appliquer, bien entendu, le délai de 10 ans, qui est celui qui est préconisé et qui est imposé par le Code de commerce. Et puis, parfois, sur certaines situations, vous allez avoir des délais, en pratique, qui vont être plus longs que 10 ans. Si je prends par exemple une charge qui est enregistrée par une entreprise qui correspond à un amortissement d'une immobilisation et qui s'amortit sur 8 ans, eh bien, il va falloir prendre en compte le délai de prescription du contrôle de l'administration. Et dans ce cas-là, il faut conserver les documents et les factures d'achat de cette immobilisation jusqu'à la fin de la 11e année après l'achat. Donc, vous voyez, la réponse, c'est vraiment ça dépend. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est 10 ans le délai général, même si ce délai est enfermé, si vous voulez, comprend le délai de 6 ans en matière de fiscalité. Sachant que quand une entreprise est déficitaire, le déficit fiscal étant une charge de l'exercice bénéficiaire sur lequel il est imputé, si l'entreprise a fait un déficit en 2000 et qu'elle le consomme en 2023 sur son bénéfice 2023, l'exercice 2000 est contrôlable. Donc, il aura fallu garder les pièces comptables de tous les exercices déficitaires pour lesquels les bénéfices n'ont pas été consommés. Exactement. Exactement. Et j'en profite pour faire un point parce que ce sujet de conservation des documents, vous l'avez compris, est en lien direct avec le délai de prescription. Pendant combien de temps l'administration peut venir contrôler les entreprises et procéder à cette fameuse vérification de comptabilité? Eh bien, vous savez que le délai général de prescription est de 3 ans. Donc, par exemple, l'exercice 2023 va être prescrit au 31 décembre à 23h59 2027, puisqu'on compte 3 ans après le dépôt de la déclaration au titre de l'exercice pendant lequel le résultat a été généré. Donc, ça a été généré au titre de 2024, je compte 3 ans, 25, 26, 27, donc 31 décembre 2027. Comme le disait Fabrice, si une entreprise est déficitaire, l'administration peut tout à fait aller contrôler les exercices, même prescrits, donc au-delà de ce délai de 3 ans, dès lors qu'il y a du déficit, soit parce qu'il est imputé sur un exercice ouvert. Donc, j'imagine que j'ai un déficit dont l'origine est de 2020. Si je l'impute en 2024, eh bien, l'administration peut le contrôler. Et nous avons récemment une jurisprudence qui permet même à l'administration de contrôler un exercice, alors même que le déficit en question n'a pas été imputé. Donc, ce délai de conservation, ce qu'on vous donne, ce sont des délais généraux. Il faut faire attention aux situations qui sont particulières et qui peuvent impliquer de conserver les éléments justificatifs beaucoup plus longtemps. Parfait. Question suivante. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat en complément. Quelles sont les principales étapes et les points clés de la procédure? Alors, dans une procédure de vérification de comptabilité, les premières étapes, c'est qu'on reçoit un courrier recommandé de l'administration qui dit « Je vais me présenter tel jour, telle heure pour faire un contrôle de comptabilité et vous avez le droit de vous faire assister par qui vous voulez. » À partir de là, il y a une date qui peut être décalée, déplacée, quand on appelle le contrôleur à l'avance, etc. Ça se passe toujours bien. À partir de ça, donc, il y a un premier rendez-vous parce que la procédure de vérification de comptabilité doit respecter une règle particulière qui est le contradictoire. Donc, à partir de là, il faut qu'ils viennent dans l'entreprise ou chez l'expert comptable pour rencontrer le dirigeant. Ça, c'est le premier entretien. À partir de là, ils commencent leur contrôle et on fait un planning des interventions. Une fois que les interventions sont terminées, il y a
un entretien de synthèse pour encore respecter le contradictoire où le contrôleur expose ce qu'il a vu, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, surtout ce qui ne lui convient pas d'ailleurs. Et après cet entretien de synthèse, il envoie une proposition de rectification qui est la synthèse écrite officielle de son travail. À partir de là, l'entreprise, ça fait naître un droit de réponse. L'entreprise peut accepter ou pas les contrôles, les propositions de rectification. Si elle les accepte, eh ben, dans la suite, il y aura un avis de mise en recouvrement pour payer. Si elle ne les accepte pas, on rentre dans une phase de contestation précontentieuse et après contentieuse éventuellement si les discussions précontentieuses avec l'administration fiscale ne conviennent pas à l'entreprise. Là, après, on va en contentieux, c'est-à-dire dans les tribunaux, pour faire les procédures devant le tribunal administratif. Oui. Ce que vient de vous exposer Fabrice, c'est vraiment en effet les principales étapes. Comme il le disait, la première, c'est de recevoir ce fameux recommandé. Donc, c'est ce qu'on appelle l'avis de vérification de comptabilité. C'est en général ce document qui génère beaucoup de stress. Et c'est à partir de là que le contrôle est posé. Vous déterminez un rendez-vous. Et ensuite, le plus important, je dirais, et Fabrice va revenir dessus, c'est que au premier rendez-vous avec l'administration, sur lequel vous pouvez changer la date en fonction des disponibilités. On ne peut pas non plus répondre à l'administration en claquant des doigts. Il y a une forme de souplesse dans la fixation de ce premier rendez-vous pour lancer le contrôle à proprement dit. Eh bien, lors de ce premier rendez-vous, ce qui est très important, c'est de pouvoir donner à l'administration le fameux FEC que vous avez peut-être déjà entendu, l'acronyme des fichiers des écritures comptables. Et à partir de là, il va y avoir des échanges, des demandes de la part du vérificateur qui va vous demander un certain nombre d'éléments qu'il faut communiquer. Et puis, après cette réunion de synthèse, comme le disait Fabrice, où le contrôleur ou la contrôleuse vous fait la synthèse des points qui comptent redresser, vous recevez la proposition de rectification. Et cette proposition de rectification qui est envoyée en recommandé, c'est vraiment l'acte qui va démarrer une procédure précontentieuse avec l'administration. C'est le point de départ d'une procédure qui est clairement encadrée et je dirais, strictement encadrée par la loi avec des délais de réponse. Et donc, à ce moment-là, il faut, si vous ne l'avez pas déjà fait auparavant, il faut absolument que vous soyez accompagné par un conseil parce que les délais peuvent être très courts. Parfois, le travail de réponse peut être extrêmement technique. Il faut absolument que vous soyez accompagné à ce moment-là. Et je répète, si ça n'a pas été fait auparavant. Par exemple, évidemment, comme le disait Fabrice, l'expert comptable est en général très souvent impliqué dès la réception de l'avis de vérification de comptabilité, et c'est bien normal. Et moi, de mon côté avocat, je peux intervenir assez tôt dans la procédure, y compris pendant le contrôle, pendant que le vérificateur fait son travail de vérification. Je ne suis pas forcément en première ligne. En revanche, je vais apparaître parfois pour avoir un espèce d'arbitrage sur les éléments à communiquer, la manière dont il communique et jusqu'où on va dans la communication en fonction de la demande du vérificateur. Ce qui est important, effectivement, c'est qu'à partir du premier rendez-vous où l'inspecteur se présente, demande à l'entreprise de présenter son activité, on demande à l'entreprise de lui fournir le fichier des écritures comptables qui est un fichier lisible à plat de tout ce qu'il y a dans la comptabilité sur les exercices contrôlés. Ça, c'est le point important parce que le contrôleur le met dans son logiciel et à partir de ce fichier reconstitue le bilan, le compte de résultat, la balance, le grand livre, a une copie intégrale parfaite de votre comptabilité et qui lui permet après de sélectionner les factures qu'il veut contrôler, de faire ses contrôles de TVA, vérifier les calculs d'amortissement, bref, faire un certain nombre de contrôles et vous demander des explications quand il ne comprend pas ou quand il a des besoins de justificatifs. On a une procédure prud'homale, il va vouloir avoir le jugement pour vérifier que ça colle bien. Une facture pour vérifier s'il a déductible ou pas, si la TVA était bien mentionnée ou pas, etc., etc. Et au fur et à mesure, et le contrôle se dématérialisant de plus en plus, les contrôleurs font beaucoup de travail à distance, soit de leur bureau, soit de chez eux en télétravail, et donc mettent à disposition de l'aide du contrôlé une plateforme informatique qui s'appelle Escale, où il vous ouvre un droit pour qu'on puisse télécharger les documents
qu'ils nous demandent de façon à éviter à faire des courriers, à se déplacer et à envoyer. Et ce qui est très important, c'est que quand l'inspecteur pose une question, on répond à sa question, on fournit le document, mais on met le minimum. Ça ne sert à rien de donner plus de documents ce qu'il nous demande, parce que si on donne plus, ça nous donne envie d'aller voir encore autre chose. Oui, pas le but de la manœuvre, c'est on est gentil, c'est pas un copain, mais on est gentil, et on répond strictement à ces questions. Et quand il y a une question, on ne sait pas répondre, on lui dit, on ne trouve pas, on cherche, on vient voir ses conseils, et on prépare une réponse qui soit le mieux documentée possible. Oui, absolument. Absolument. Ce qu'il faut comprendre aussi avec le fameux FEC, le fichier des écritures comptables, qui est vraiment la pièce maîtresse et qu'il faut absolument donner à l'administration le plus vite possible, idéalement au premier rendez-vous. Il faut que le FEC soit conforme, c'est-à-dire qu'il soit en mesure d'être lu par l'administration, parce que ce qu'ils font avec le FEC, c'est qu'eux le téléchargent dans leur base, et ils ont leur propre logiciel dans lequel ils vont venir plugger finalement toutes vos informations. Et il y a des traitements un peu automatisés qui vont faire ressortir des incohérences. Ces incohérences seront creusées. Et puis, comme le disait Fabrice, à côté de ça, bien sûr, ils ont aussi toute une liste de points en fonction du profil, de l'activité de la société, en fonction du montant du chiffre d'affaires, etc., qui sont vérifiés par le contrôleur ou la contrôleuse. Parfait. Question suivante. Y a-t-il des spécificités pour les coopératives agricoles? Y a-t-il des aspects à prendre en compte concernant les joint ventures dont les associés sont implantés dans des pays différents? Alors, concernant les coopératives agricoles, il n'y a pas de spécificité particulière sur le contrôle fiscal. Elles peuvent avoir des réglementations particulières sur le traitement de certains points techniques, mais le contrôle fiscal se passe exactement de la même façon. Premier contrôle, fichier des écritures comptables, demande de documents. Le contrôle fiscal est exactement le même que pour une société commerciale classique. Il n'y a pas de particularité dans la procédure fiscale et dans la réglementation du contrôle fiscal liée aux coopératives agricoles. Et concernant le deuxième point sur les JV, les joint ventures dont les associés sont implantés dans des pays différents, mais en fait, c'est la même idée que ce que vient de dire Fabrice. Il n'y a pas de règles spécifiques, il n'y a pas de procédure adaptée dans le cadre du contrôle fiscal, mais évidemment, il va y avoir des points de contrôle et des sujets qui sont contrôlés qui seront propres à ce type de société. On peut avoir des sujets de prix de transfert, on peut avoir des sujets de retenue à la source. Donc là, on va davantage rentrer dans la fiscalité internationale ou transnationale. Il peut y avoir des sujets de siège effectif de direction, si les dirigeants sont associés et dirigeants et qui se situent à l'étranger. Donc, il peut y avoir des sujets qui sont spécifiques, donc des points de contrôle particuliers que va vérifier le vérificateur. La procédure, en revanche, qui va être appliquée sera la même que pour n'importe quelle autre société. Et sur les JV internationales en particulier, un des points, notamment, ça va être les outils que va pouvoir utiliser l'administration, notamment la possibilité pour l'administration fiscale française de se faire assister, donc de faire une demande administrative d'assistance auprès des administrations fiscales étrangères pour vérifier un certain nombre d'éléments qui auront été déclarés en France. Très bien. Question suivante. Quels sont les droits et les obligations des entreprises pendant un contrôle fiscal? Alors, c'est une vaste question, mais c'est une question qui est en effet très, très importante et essentielle. Avant de les détailler, je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est que pour entrer dans une procédure qui donne des garanties aux contribuables, qui donne des droits justement aux contribuables et les droits les plus élargis, il faut absolument répondre aux demandes de l'administration, que ce soit avant un contrôle ou pendant un contrôle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'administration n'aime pas l'absence de réponse. L'absence de réponse conduit nécessairement à une mauvaise interprétation qui est défavorable aux contribuables. Parce que l'absence de réponse va vous faire entrer dans des procédures où vous serez moins protégé. Les garanties et les droits dont je vais vous parler dans un instant, ça ne concerne que les contribuables qui sont inscrits dans une procédure qu'on appelle contradictoire, c'est-à-dire qu'ils ont suivi et répondu aux demandes de l'administration dans le cadre
de la vérification de comptabilité ou parfois avant. Et donc, ils vont être protégés par un certain nombre d'éléments. Alors, avant peut-être de parler des droits, quelles sont les obligations, eh bien, je viens de le dire en substance, c'est d'apporter des réponses, des justifications à ce que demande l'administration. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans la seconde. Vous avez le droit de prendre un temps pour faire vos recherches en interne, pour regarder. Parfois, sur certains sujets, ça demande un peu d'archéologie, surtout si on parle d'éléments qui datent de plus de 3 ans. Donc, vous avez tout à fait le droit de le faire. Le tout, c'est de le dire à l'administration que vous avez besoin d'un délai supplémentaire et de répondre. Une fois que vous êtes certain, que vous êtes bien inscrit dans cette procédure contradictoire, Fabrice le disait tout à l'heure, c'est une procédure qui est orale et contradictoire dans le cadre du contrôle, eh bien, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par différents éléments. D'abord, l'administration doit, quand elle commence son contrôle, eh bien, vous communiquer ou vous dire où vous pouvez trouver la charte du contribuable vérifié, qui va justement détailler les droits et les obligations d'une entreprise ou d'un particulier d'ailleurs qui est vérifié. Et ensuite, vous avez un certain nombre de principes, comme par exemple, l'administration ne peut pas vérifier 2 fois le même exercice et le même impôt. Elle ne peut pas faire 2 fois exactement le même contrôle. Ça, c'est une protection. L'administration, dans le cadre de son contrôle, doit appliquer la fameuse procédure orale et contradictoire. Alors, ça peut surprendre, mais ils sont censés faire leur contrôle à charge et à décharge. C'est-à-dire que si vous constatez, par exemple, qu'en matière de TVA, vous avez trop versé, vous avez un crédit, ils doivent le reconnaître et ils doivent l'inscrire dans la proposition de rectification. Dans les faits, le plus souvent, ils omettent ce volet-là, mais sachez que même si ce n'est pas inscrit dans la proposition de rectification, que vous avez le droit à un remboursement, eh bien, vous pouvez quand même le faire valoir par la suite. Vous avez d'autres protections concernant les PME sur le délai du contrôle, mais je ne vais pas en dire plus là parce qu'il y a, je crois, une question qui est spécifique sur ce point-là. Et puis après, vous avez des points de procédure sur la mention obligatoire dans l'avis de vérification sur la possibilité d'être accompagné d'un conseil, que ce soit un expert comptable, un avocat, parfois les deux, parce qu'on sait très bien travailler ensemble sur les sujets des entreprises ou des particuliers. Et sachez que cette mention est obligatoire et qu'elle peut, si elle n'est pas mentionnée, amener à la nullité de la procédure. Vous êtes aussi protégé, par exemple, par la personne qui va signer, par l'obligation d'une signature du chef de service dans la proposition de rectification, quand il y a des pénalités, notamment des pénalités pour mauvaise foi. Si ce n'est pas le cas, ça peut aussi conduire à la nullité de la procédure. Et donc, l'ensemble de ces règles sont applicables parce que vous êtes dans une procédure orale et contradictoire, et surtout contradictoire, et vous vous inscrivez bien là-dedans. À côté de ça, vous avez parfois des contribuables qui ne répondent pas du tout. Et la problématique de l'absence de réponse, c'est que ça les mène dans une procédure, ce qu'on appelle de taxation d'office. Et la taxation d'office va fermer un certain nombre de recours qui font partie des droits des contribuables. Comme le disait Fabrice, vous avez une proposition de rectification. Si vous n'êtes pas d'accord avec les redressements, eh bien, vous avez des recours précontentieux avant d'aller voir le juge. Vous allez d'abord aller voir l'administration pour discuter des points redressés, essayer de les convaincre sur les points de droit sur lesquels on est très à l'aise, et puis parfois essayer de négocier pour réduire la facture. Et ça, ce n'est possible que si on est dans cette fameuse procédure contradictoire, d'où l'importance d'être accompagné par un conseil pour ne pas rater ces étapes qui sont précieuses. Ce qui est important de voir, c'est que il y a le point de la charge de la preuve. La société fait des déclarations, tient sa quantité, fait des déclarations. Ce sont des éléments de preuve. Que l'administration vient contrôler l'entreprise, c'est à elle de démontrer que les éléments que l'on a produits sont erronés. Si on ne respecte pas le contradictoire, la procédure de taxation d'office inverse la charge de la preuve. L'administration fiscale va faire ses calculs dans son coin et ça va être à l'entreprise de prouver que l'administration fiscale s'est trompée ou qu'elle a fait des erreurs. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. La charge de la preuve est un élément essentiel de la procédure du contrôle fiscal. L'administration fiscale doit prouver qu'on s'est trompé. Elle ne peut pas dire « moi je considère que » et « prouvez-moi le contraire ». C'est l'inverse. Oui. Et c'est extrêmement important. Oui, c'est extrêmement important. Et juste pour finir sur cette question et sur les droits des contribuables, il y a, je pense que vous êtes tous au courant et vous avez entendu parler du droit à l'erreur, du fameux droit à l'erreur. Alors, ce droit à l'erreur, il existe.
En quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'on a inscrit dans la loi la possibilité pour les contribuables, alors là je parle du droit à l'erreur en matière fiscale, la possibilité pour les contribuables de se tromper. Ça peut arriver de se tromper, de faire une erreur parce qu'on se trompe de montant ou on omet de déclarer un élément sur une déclaration. Ce droit à l'erreur, vous pouvez le faire valoir en dehors d'un contrôle, mais vous pouvez également le faire valoir au sein d'un contrôle. En quoi il vous protège? Il vous protège parce que vous pouvez échapper aux pénalités. En revanche, vous avez quand même les intérêts de retard, alors qu'ils peuvent être réduits s'il y a une correction spontanée. Mais en tout cas, il n'y a pas de pénalité et c'est souvent celles-ci qui sont les plus lourdes. Il n'est applicable, en revanche, et ça c'est quand même important de le rappeler, qu'en cas de bonne foi. Donc, s'il y a une mauvaise foi ou si l'administration considère qu'il y a une mauvaise foi, et c'est toute la difficulté dans cette phrase, si l'administration considère qu'il y a une mauvaise foi, eh bien, ils vont vous refuser le droit à l'erreur. Et donc, le plus important, c'est de toujours s'inscrire dans cette procédure de débat oral et contradictoire pour préserver toutes vos possibilités de réponse et de défense au fur et à mesure. Ok, on a une question dans le chat. En cas d'erreur, y a-t-il simplement une régularisation ou y a-t-il des amendes? Et si tel est le cas, est-il possible de se retourner vers son cabinet comptable ou qu'il prenne en charge une partie de l'amende? Alors, je prends peut-être le premier point. Oui. Alors, je l'ai dit en substance, en cas d'erreur, ce qui va trancher, ce qui va permettre de faire à l'administration d'appliquer ou pas les pénalités, c'est la bonne foi du contribuable. Et c'est souvent le nerf de la guerre, et c'est devenu au fil des années le nerf de la guerre. On se retrouve avec une administration qui, le plus souvent, parce qu'il y a un oubli répété, ou des erreurs qui sont répétées, par exemple sur 2, 3 exercices, va considérer qu'il y a de la mauvaise foi. Ce qui n'est pas correct. D'où l'importance, encore une fois, je le martèle, d'être accompagné. Pour eux, la mauvaise foi est vraiment l'épée Damoclès, parce que les pénalités pour mauvaise foi, c'est 40%. 40% du montant d'impôt qui est dû, qui est rappelé, en fait, donc de la rectification qui est réalisée par l'administration. Donc, ça veut dire que si vous êtes de bonne foi, si vous le faites spontanément, eh bien, a priori, vous limitez la possibilité d'être dans cette mauvaise foi, vous rentrez dans le droit à l'erreur et donc vous n'avez pas les pénalités. Dans le cadre du contrôle, c'est plus difficile, mais sachez que juridiquement, on a toute une batterie d'arrêts, de jurisprudence qui protège le contribuable, parce que pour la mauvaise foi, je le rappelle rapidement, il y a 2 éléments. Il y a « oui, je me suis trompé », donc en fait, il y a un élément matériel, on constate qu'il y a une erreur, elle existe, mais il faut un deuxième élément additionnel, c'est l'intention. Ce n'est pas parce qu'une erreur est commise plusieurs fois de suite qu'elle est intentionnelle. Et c'est tout notre travail, nous, en tant que professionnels, d'arriver à justifier auprès de l'administration en s'appuyant sur de la jurisprudence, sur des règles de droit qui vous protègent pour leur faire comprendre que non, il n'y a pas d'intention et que donc si ça devait être jugé par un juge, par le juge de l'impôt, l'administration aurait tort. Et donc, on négocie pour que cet élément soit sorti de la proposition. Alors après, pour répondre à la suite de la question, quand il y a un redressement fiscal, il y a l'impôt société, TVA, TVS qui est réclamé, qui est généralement, si le redressement n'est pas contesté, qu'il y a un impôt qui aurait dû être payé, il y a une majoration de 10% parce qu'on n'a pas déclaré dans les délais ou de 40% comme on a fait, considéré comme de mauvaise foi. Donc, maintenant, ils appellent ça manœuvre, un manquement délibéré. Et après, les intérêts de retard. Les intérêts de retard ne sont jamais discutés. La majoration, elle peut se discuter. Et après, pour savoir si ça peut être pris en charge par l'expert comptable, parce que l'expert comptable a une responsabilité de moyens et une responsabilité civile, encore faut-il que l'erreur ou la majoration soit due à une faute de l'expert comptable. L'entreprise qui ne donne pas les éléments pour que l'expert comptable puisse faire son travail, forcément, l'expert comptable dira « c'est pas ma responsabilité ». Si, moi, expert comptable, je fais une déclaration de TVA en retard, alors que j'ai eu tous les éléments pour la faire dans les délais, et que l'entreprise prend 10%, c'est ma responsabilité. Si les éléments, je les ai le 19 à 22 heures pour que la date limite est à 24 heures, c'est plus le même sujet. Donc, ça dépend des circonstances, en fait. D'accord, mais du coup, est-ce qu'il prend en charge une partie de l'amende si ça vient de… Si c'est une faute de sa part, l'expert comptable a une obligation d'assurance de responsabilité civile, donc forcément, il prend à sa charge via le biais de son assurance.
Mais ce n'est pas lui qui peut décider ou pas de prendre la charge, c'est son assurance qui va dire oui, il y a faute, donc oui, je paye. OK. Question suivante. Il nous reste 20 minutes. Comment s'y préparer au mieux au contrôle fiscal? Comment s'y préparer au mieux? C'est une vaste question, ça. La préparation d'un contrôle fiscal, ça veut dire déjà éviter d'attirer le contrôle fiscal. Donc, faire ses déclarations dans les délais, éviter d'avoir des discordances dans les différentes déclarations que l'on fait. Faire 3 fois une déclaration de TVA au titre d'un même mois, forcément, ça alerte un petit peu. Après, il faut avoir tous les éléments qui ont concouru aux déclarations fiscales de disponibles pour être capable de les communiquer à l'administration à sa demande. C'est le meilleur moyen de faire que le contrôle fiscal se passe bien. Quand l'un contrôleur vient, qu'on n'est pas disponible, qu'on ne lui donne pas les pièces, qu'il les demande 3 fois avant de les avoir, forcément, son humeur et donc la façon dont il va analyser le dossier et le pointillisme qu'il va apporter vont être différents. Oui, je vais compléter, je suis tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contrôleurs, ce sont des êtres humains. Donc, malgré tout. Donc, ça veut dire que quand ils viennent, ils sont comme tout le monde. S'ils sont bien accueillis, avec amabilité, avec des dossiers qui sont classés. Quand un contrôleur, lors de la première réunion, vous demande des documents, alors parfois il les demande en papier parce qu'ils vont revenir à chaque intervention au sein de la société ou dans les locaux de l'expert comptable, et puis parfois c'est par mail. Mais quand c'est par papier, moi ce que je conseille à mes clients, c'est de les mettre dans un classeur, avec des intercalaires. Quand il reçoit un classeur avec des intercalaires, chaque document est à sa place, ça donne une impression, ça le met en confiance et ça lui donne l'impression que les choses sont carrées, bien gérées, et que finalement, il va regarder les documents, il ne va pas forcément avoir envie, il ne va pas avoir des alertes qui s'allument. Il ne va pas fouiller forcément. Il ne va pas fouiner. Absolument. Moi, j'ai déjà eu des dossiers de contrôle que j'ai récupérés où les clients avaient donné un carton avec des documents pêle-mêle au contrôleur. C'est la pire des situations. Ou alors, ils sont... parce que c'est vrai qu'un contrôle, ça peut durer plusieurs mois. Donc, au bout d'un moment, vous qui dirigez des entreprises, vous n'avez pas que ça à faire. Et en même temps, donc on peut être agacé. Et les contribuables sont aussi vous êtes aussi des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut quand même trouver le moyen d'avoir une forme de distance, de répondre à leurs demandes dans la meilleure forme possible et en les mettant dans les meilleures conditions possibles. C'est vraiment le conseil que je donne le plus largement. C'est la meilleure façon, quand le contrôle commence, pour que ça se passe au mieux. Fabrice disait comment se préparer au mieux avant qu'il arrive. Donc, une fois que le contrôle est en cours, eh bien, on a tous les éléments, on y répond. Et puis ensuite, il y a un comportement à adopter. Prendre un contrôleur parfois de haut parce qu'on est agacé, et parfois ils peuvent aussi vous prendre de haut, hein. Je ne dis pas le contraire. Il faut aller puiser au plus profond pour garder son sang-froid. Et si on n'y arrive pas, il faut mettre son conseil en avant. C'est pour ça que je disais que nous, on peut avoir cette distance émotionnelle pour gérer les choses à votre place. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous vous faites représenter. Quelque part, on sert de fusible aussi. Absolument. C'est qu'on a un peu plus d'expérience, donc on gère cet aspect émotif que nous avons moins. Et puis, c'est facile pour nous de dire, ben, j'ai pas l'élément, je vais voir dans l'entreprise. Ça laisse un temps pour se retourner. Ok, on a une question. Quels sont les documents les plus importants à classer en prévention d'un contrôle? Alors, je crois qu'on a une question qui arrive derrière. On va y répondre dans ce cadre-là, si tu veux bien, Myriam. Ça marche. Ben voilà. Quels sont les documents administratifs nécessaires pour la procédure? Alors, le premier de tous, c'est le fichier d'écriture comptable. On l'a dit, on le répète, c'est la base, parce que c'est sur ça que va se baser l'entreprise pour faire son contrôle. Et c'est un document obligatoire. Si on ne l'a pas, on perd le contradictoire. On est dans la taxation d'office. Une fois que le FEC est communiqué, ils sont en droit de demander tous les documents comptables, donc les factures, mais aussi les documents juridiques qui justifient les factures, donc les actes de propriété, etc. Toute la documentation juridique de l'entreprise, les PV d'AG, les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux comptes, tout ça pour qu'ils sachent tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est leur objectif. Mais ça va plus loin que ça.
C'est-à-dire que si vous avez un fichier Excel qui sert à calculer une dépréciation client statistique ou une pression de stock, ils sont en droit de demander le fichier pour pouvoir regarder comment c'était calculé. Donc, c'est vraiment tout, les tickets de caisse, les aides de caisse, tout, les éléments qui concourent à produire une opération comptable. Voilà, c'est vraiment les documents nécessaires. Et les plus importants, c'est le FEC, le juridique, les factures, les titres de propriété. Quand on a ça, on a 90% des documents qu'ils demandent. Oui, absolument. Fabrice mentionnait à l'instant un fichier Excel pour déterminer pour calculer les immobilisations, etc. Vous pouvez avoir aussi, parfois dans les groupes de sociétés avec des holdings qui ont plusieurs filiales, qui rendent des prestations de services, eh bien, ces prestations sont facturées avec une clé de répartition entre les sociétés. Souvent, ça se traduit dans un fichier Excel. Ce fichier, eh bien, l'administration est en droit de vous le demander et vous devez le communiquer. Alors, s'il n'existe pas, il faut absolument le constituer. Et bien sûr, il faut être en mesure de prouver pourquoi tel montant, soit en revenu ou en charge, a été inscrit en comptabilité. Et donc, que ce soit un document légal, je dirais, comme un PV d'AG ou un fichier Excel, un document de travail, eh bien, vous devez être en mesure de le communiquer. Donc, la réponse, c'est finalement tout ce qui concourt, comme le disait Fabrice, à la détermination de votre revenu imposable. Voilà. OK. Question suivante. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Oh. Combien de temps dure un contrôle fiscal? Ça dépend. Ça dépend. C'est exactement ça. La réponse, c'est ça dépend. Alors, on va quand même reprendre les grandes règles ensemble. Alors, un contrôle fiscal, en principe, il n'y a pas de délai qui encadre un contrôle fiscal, sauf pour les PME et les entreprises avec certains seuils de chiffre d'affaires que je vais vous donner. Mais sinon, l'administration arrive et prend le temps nécessaire pour réaliser son contrôle. Évidemment, pour des raisons de prescription, parfois, ils peuvent vous donner une notification. Vous avez une notification de vérification de comptabilité en septembre. Et ils savent très bien que pour le plus ancien des exercices, il faut absolument qu'ils notifient avant le 31 décembre. Donc là, vous êtes à peu près sûr qu'en arrivant en septembre, eh bien, pour le 15 décembre, au plus tard, le contrôle est terminé. Alors, le contrôle est terminé sur l'exercice le plus ancien. Et il continue l'année d'après sur les exercices les plus récents. Exactement, exactement. Ils peuvent tout à fait, sur une période de 3 ans, parce qu'il y a un exercice qui va vite arriver à échéance, vous notifier pour l'exercice le plus ancien au 31 décembre. Alors souvent, c'est le 15 parce qu'après, c'est les vacances, le 15 décembre. Et puis, ils continuent le contrôle sur l'exercice ou les exercices ouverts à contrôle, eh bien, début d'année suivante. Une fois qu'on a dit ça, concernant les PME qui réalisent des chiffres d'affaires que je vais vous redonner qui sont limités, le contrôle est limité à 3 mois en principe. Je dis en principe parce qu'il y a de nombreuses exceptions, notamment en cas d'activité occulte ou de fraude, si on donne un terme générique. Et dans ce cas-là, le délai est prolongé jusqu'à 6 mois, mais il dure 3 mois. Et 3 mois à compter, attention, non pas de la première réunion, mais 3 mois à compter de la communication du fichier des écritures comptables. L'article de loi est très clair. Les 3 mois, ce n'est pas au moment où vous recevez l'avis de notification de vérification de comptabilité. Ce n'est pas au moment de la première réunion. C'est au moment où vous communiquez les fichiers des écritures comptables, les fameux FEC, qui sont un peu la Bible en matière de contrôle. Et c'est à compter de ce moment-là qu'on commence à compter les 3 mois. Alors, qui peut être protégé, entre guillemets, par ce délai de 3 mois? Ce sont les entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires, pour celles qui font des ventes de 840 000 € au maximum. Pour les prestations de services, c'est 254 000 €. Et les entreprises agricoles, c'est 391 000 € de recettes. Donc, jusqu'à ces montants-là, vous êtes dans le délai de 3 mois. Au-delà, vous passez dans des délais qui vont dépendre finalement du travail du vérificateur. Certains vont faire une intervention par mois. D'autres vont être là toutes les 2 semaines en fonction aussi de votre possibilité de répondre à leurs demandes. En termes de statistiques, ce que nous dit Bercy, c'est qu'en général, un contrôle dure à peu près moins de 9 mois. Dans les sociétés qui ne sont pas protégées par ce délai de 3 mois que je citais. Donc, c'est entre 6 et 9 mois. Voilà. Mais c'est long. C'est long. Ça peut être long. En termes de ressenti, c'est en général ressenti beaucoup plus long. Mais c'est le délai moyen. Et puis, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, bien entendu. Question suivante. Que se passe-t-il après le contrôle?
Et que faire en cas de désaccord avec les conclusions de l'administration fiscale? Il nous reste 10 minutes. Oui, alors que se passe-t-il après le contrôle? Donc, comme on le disait, le contrôle, c'est la période d'intervention du vérificateur ou de la vérificatrice. Il se termine, c'est-à-dire ce travail d'investigation de la part de l'administration va se clôturer avec ce qu'on appelle une réunion de synthèse, où vous allez écouter le vérificateur, le contrôleur, qui va vous faire la liste des points, s'ils existent, qui comptent redresser. Et puis, vous envoyez, s'il y a des points à redresser, la fameuse proposition de rectification qui doit arriver par lettre recommandée. Si vous n'êtes pas d'accord avec les points de redressement, eh bien, c'est là qu'on rentre dans une procédure qui est précontentieuse, où vous allez d'abord avoir un recours oral et contradictoire avec l'administration. On va aller voir le supérieur hiérarchique, c'est ce qu'on appelle le recours hiérarchique. Donc, vous allez voir le supérieur hiérarchique, qui est le chef de la personne qui a réalisé le contrôle. Alors, petit commentaire, une petite parenthèse, c'est le chef de la personne qui a réalisé le contrôle. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a des pénalités, notamment des pénalités pour mauvaise foi, le chef ou la chef doit signer la proposition de rectification. Donc, en général, on va voir la personne qui a signé le document, qui remet en cause les points qu'on vous reproche et qui vous redresse. Donc, c'est vrai que ce premier échelon de recours hiérarchique, il est incontournable. Il faut y aller parce que c'est ce qui va vous permettre derrière de continuer en fait à faire valoir vos droits de réponse. Mais c'est en général et parfois, en général, c'est pas à cet échelon-là que ça va se décanter parce que sinon, ça reviendrait à se contredire de la part du chef de service. Mais en tout cas, c'est le premier échelon, c'est le recours hiérarchique. Si le désaccord persiste à la sortie de ce rendez-vous, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à convaincre, ou plutôt qu'il n'a pas voulu être convaincu et qui campe sur ses positions, donc le supérieur hiérarchique campe sur ses positions, ou qu'on n'est pas arrivé à trouver un accord en transigeant, donc en concluant une transaction, en négociant pour baisser les droits, eh bien, vous avez le recours gracieux précontentieux continu, avec la possibilité d'aller rencontrer cette fois le supérieur du supérieur, à savoir l'interlocuteur. Et c'est au niveau de l'interlocuteur départemental que le plus souvent, on va arriver à faire entendre la position du contribuable. Et si, à ce moment-là, le désaccord persiste, eh bien, c'est après ça que le recours contentieux est ouvert. D'abord, il faut préparer une réclamation. Donc là, ça veut dire qu'on va réclamer dans un document qui est formel et qui est très important dans le cadre de la procédure auprès de l'administration. En général, si on n'est pas arrivé à se faire entendre avant auprès du supérieur hiérarchique et auprès de l'interlocuteur départemental, la réclamation va revenir négative. La réponse va être négative. Et c'est à partir de cette réponse négative qu'on va pouvoir aller voir le juge de l'impôt. Et le délai est très court. Une fois que vous avez déposé une réclamation, il faut aller voir le juge de l'impôt très rapidement. Donc, il ne faut surtout pas perdre de temps au moment où vous avez cette réponse négative pour pouvoir voir toutes les options. Et pendant toutes les procédures, recours hiérarchique, interlocution, eh bien, il faut savoir que vous avez la possibilité, et c'est noté dans la proposition de rectification, eh bien, d'aller saisir des commissions, des commissions qui sont spécialisées en fonction, soit le comité en matière de crédit impôt recherche ou la commission des impôts sur la TVA ou l'IS. Donc, vous avez finalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, vous avez plusieurs voies de recours, mais il faut faire attention parce que ces voies de recours sont encadrées par des délais. Et que très souvent, le contribuable a des délais pour répondre et l'administration moins. Et l'administration n'en a pas. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Quand vous recevez la proposition de rectification, vous avez un délai de 30 jours que vous pouvez porter à 60 jours pour répondre. Si vous ne répondez pas dans ce délai-là, vous êtes considéré comme ayant accepté. Donc, la facture arrive immédiatement. Une fois que l'administration a répondu, donc il y a la proposition de rectification, le contribuable répond, l'administration répond au contribuable. Si elle maintient, vous avez là un délai de 30 jours qui est nouveau pour demander le recours hiérarchique. Ça n'existait pas. C'est vraiment tout nouveau. Ça a été inclus dans la charte du contribuable à partir du mois de novembre. Donc, il faut faire très attention. Toute la procédure, vous avez des droits, mais ils sont encadrés par des délais
D'où l'importance d'être conseillé à chaque étape pour être sûr que vous ne ratez aucune voie de recours. Et le plus intéressant quand même, c'est d'arriver quand même à se battre et à se faire entendre avant d'aller devant un juge, parce qu'à ce moment-là, le droit existe. Mais quand on est dans des situations où finalement c'est surtout des justifications factuelles, c'est souvent plus difficile au niveau contentieux. Donc il faut vraiment préserver tous vos droits de recours dès la réception de la proposition de rectification. Ok, il nous reste 3 minutes pour la dernière question. Quelles sont les nouveautés en matière de contrôle fiscal? Ça, je crois que tu l'as abordé récemment, c'est Oui. les délais supplémentaires qui ont été institués par l'administration pour encadrer les délais de réponse dans les contestations du contribuable envers l'administration. Oui, oui. Et c'est le délai, la véritable nouveauté, c'est ce délai de 30 jours pour demander à l'administration de bénéficier du recours hiérarchique. C'est ce délai-là qui est très important, qui est nouveau et qu'il faut bien avoir en tête, qui est d'ailleurs le même délai que pour saisir la commission des impôts directs et de la taxe sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est un délai qui est nouveau et qu'il faut vraiment avoir en tête parce que sinon, eh ben, vous n'avez pas droit à toute cette procédure orale avec l'administration pendant laquelle, souvent, on peut arriver quand même à décanter les choses, sauf s'ils sont sur des points de principe et des redressements de place. Dans ce cas-là, ce que l'administration veut, c'est aller au contentieux pour avoir une réponse judiciaire. Mais Ça arrive. ça arrive, mais le plus souvent, on arrive quand même à décanter les choses. Et le dernier point, Fabrice, tu veux peut-être en dire un mot sur le certificat de... Oui, l'administration fiscale a mis en place très récemment un examen de conformité fiscale, un ECF, qu'elle a mis en place quand elle a supprimé les centres de gestion agréés, qui étaient des organismes qui permettaient aux entreprises individuelles et à certaines TPE de bénéficier d'un abattement fiscal. Et cet examen de conformité fiscale, c'est en quelque sorte une privatisation du contrôle fiscal parce qu'il permet à des experts comptables ou à d'autres professions agréées d'établir un rapport de conformité de la comptabilité par rapport au droit fiscal. Ça existe depuis 2 ans. Et moi, quand on l'a et qu'il est positif, ça va permettre de diminuer les contrôles fiscaux. Mais si pendant 5 ans, vous en faites un qui est positif et qu'une année, ce que vous faites ne convient pas à l'expert comptable ou à l'entité qui vous fait ce contrôle-là et que vous n'émettez pas de rapport, forcément, l'administration fiscale, c'est une alerte pour elle. Tiens, pendant 5 ans, il est bon, une année, je ne l'ai pas, hop, warning, je viens. Donc je dis, attention, attention, cet examen de conformité fiscale qui a un coût pour l'entreprise va peut-être lui permettre de passer sous les radars tant que c'est positif, mais dès que ça sera négatif, ça sera une alerte. Donc moi, je ne suis pas très partisan de la mise en place de cet examen de conformité fiscale. On a une question. Avez-vous connaissance de contrôle sur l'obligation de piste d'audit fiscal? Alors la piste d'audit fiable dans le cadre du contrôle fiscal fait partie des diligences normales du contrôleur. Il l'applique quand il est dans une entreprise d'une certaine taille et qu'il se rend compte que c'est du grand livre à la facture, à la pièce comptable, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des procédures, il y a des systèmes, des sous-systèmes. Là, systématiquement, il va demander la documentation de la piste d'audit fiable. Mais ça concerne les grosses PME ou les entreprises internationales. Dans la TPE, on le voit, ils ne cherchent pas. Oui, sauf Oui, si fiable, vous je me tombez- suis trompée. Oui, sauf si vous tombez sur un vérificateur zélé. On l'a vu récemment dans une PME, une petite PME, où ils ont demandé cet élément, mais c'est vrai que en général, ça concerne plutôt les entreprises de taille plus conséquente. Ok. Serait-il possible de vous redemander votre opinion concernant l'ECF? Oui, l'ECF, c'est une privatisation du contrôle fiscal quelque part, hein. C'est demander aux entreprises de faire intervenir un tiers pour faire un rapport, pour dire oui, l'entreprise a respecté toutes les règles fiscales et donc sa comptabilité est, entre guillemets, correcte, sincère ou fiscalo-compatible. Et c'est l'entreprise qui paye le prestataire qu'elle utilise pour avoir ce rapport. Effectivement, l'administration fiscale, quand elle reçoit un document de quelqu'un qu'elle a agréé et qui dit les comptes sont fiscalo-compatibles, forcément, ça va la mettre dans une position de confort, de sécurité et dire je ne contrôle pas. Tout comme à l'époque, on avait les centres de gestion agréés. Les centres de gestion agréés faisaient des contrôles, matérialisaient leur compte rendu de contrôle, l'administration fiscale se reposer dessus. C'est vrai que les entreprises qui passaient par un centre de gestion agréé étaient moins contrôlées que les autres.
N'empêche que le jour où vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous avez fait une provision sur laquelle la documentation est un petit peu légère ou que vous avez une position un peu ambiguë fiscalement, le prestataire ne va pas être capable d'établir le rapport de conformité fiscale. Et forcément, là, le jour où il n'y a pas de rapport de conformité fiscale, ça a été à l'administration fiscale. Coucou, le dossier n'est pas aussi propre que l'année précédente, viens voir. C'est ça que ça veut dire en fait. La personne qui a posé la question complète en disant « Je vous demande cela car mon expert comptable nous l'a mis en place sans notre accord préalable. » Ça, c'est qu'il a considéré qu'il vous a mis une sécurité supplémentaire, ce qui est vrai. Mais comme c'est une prestation particulière qui ne fait pas partie de la prestation classique de présentation des comptes, normalement, ça doit faire partie d'un avenant à la lettre de mission. Parce que ce n'est pas prévu d'office dans nos normes déontologiques. Un expert comptable, il intervient dans le cadre légal particulier. Présentation de compte ne prévoit pas le CF automatiquement. Ok, bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Alors, attendez, il y a encore une. Le CF a un réel intérêt. Effectivement, s'il n'est pas conforme, il vaut mieux ne pas le transmettre à l'administration. Mais ce n'est pas non plus un red flag car cela reste une mission facultative. Oui, Voilà, exactement. Ok, bah écoutez, merci à tous. Merci d'avoir participé et de nous avoir suivis pour ce direct du droit. Je vais vous envoyer dans les jours qui viennent le replay ainsi qu'un mail de remerciement. Nous vous invitons à compléter et à nous donner votre avis sur ce direct. Et puis, nous vous donnons rendez-vous au prochain direct en septembre, le 26 septembre, sur la valeur ajoutée des biens immatériels de l'entreprise. Merci à tous et nous vous souhaitons un bon appétit. merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous, au revoir.